Jérémy, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être là. Écoute, je vais très bien. C'est un grand plaisir d'être avec vous pour parler de Welcome, d'ActuSite et aussi parler un peu d'art contemporain. On sera très content de présenter tout ça et d'échanger autour de ces trois sujets. Génial. Georges, merci de l'accueil, parce que tu nous accueilles. Pareil, ouais, c'est la beauté. On a beau faire du digital, on est quand même assis à côté, mais c'est le côté plutôt sympa de se rencontrer. Donc, on va essayer effectivement en 3/4 d'heure de vous convaincre de l'intérêt de nos trois approches qui sont assez complémentaires et de vous donner envie d'aller plus loin. Ouais, et qui peut-être répondent à une question principale qu'on a tenté de traiter avec les différents sujets qu'on va évoquer ensemble. Comment travaillent les meilleurs CGP en 2024 avec ActuSite sur toute la partie marketing, acquisition, accompagnement sur la communication. Wellscom plutôt sur l'outil pilotage métier, puis Mathis sur la proposition d'une classe d'actifs alternatifs qu'on va pouvoir détailler en détail. Si ça vous va, messieurs, on peut commencer avec peut-être Georges, si tu peux te présenter rapidement. Ouais, donc en 2 mots, moi j'ai fondé ActuSite il y a 10 ans, donc ça fait un petit bout de temps, et donc je suis assez expert dans tout ce qui est digital, et je connais aussi très bien le monde de la gestion de patrimoine parce que je coproduis un média qui s'appelle Les Plus Encore, qui est diffusé entre autres par H24 Finance, donc qui nous permet d'avoir une connaissance assez fine du marché et des problématiques de tous les CGP. Génial. Jérémy, allez, je me présente rapidement. J'ai fondé Wellscom il y a 2 ans et demi. Ancien professionnel de la gestion de patrimoine, puisque j'ai passé 2 ans en family office. Wellscom est un outil métier qui permet de piloter, de gérer, d'automatiser l'ensemble des verticales métiers du métier de professionnel du patrimoine, de conseiller en gestion de patrimoine. Et moi, Jérémy Lepissier, je suis un des associés de Mathis, je suis en charge de toute la distribution, la relation avec nos investisseurs pour la société. On a créé Mathis il y a un peu plus d'1 an et demi. L'enjeu pour nous, c'était de rendre accessible l'art contemporain. Alors, quand on parle d'art contemporain, on parle d'œuvres assez emblématiques. On parle de Pierre Soulages, on parle d'Andy Warhol. Et en fait, la question qu'on se posait, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer ça de manière cohérente et performante dans un portefeuille d'investissement à destination de clients privés. On aura l'occasion d'en reparler. On est très heureux de pouvoir porter ce projet-là et d'avoir obtenu récemment un agrément de l'autorité des marchés financiers. Génial, merci Jérémy. Rapidement faire un petit sommaire des différents sujets qu'on va traiter. On va commencer par un petit préambule sur l'ensemble des process aujourd'hui du quotidien d'un CGP entre finalement les 3 pôles qu'on va évoquer chacun dans notre compagnie respective. Ensuite, c'est plutôt la partie de Georges sur la communication qui devient très clairement une obligation pour tous les professionnels du patrimoine, de la finance. Optimiser son quotidien, notamment dans son activité et dans toutes les tâches chronophages, toutes les pressions réglementaires, digitales qui sont maintenant assez importantes sur le marché. En 4e point, on va parler avec Jérémy de l'investissement dans l'art pour innover et pour performer dans un portefeuille de clients privés, notamment pour vous, CGP. Et en conclusion, on finira par quelques questions si vous en avez. On aura le plaisir d'y répondre. En intro, je me permets de démarrer juste pour rappeler un petit peu l'axe principal de notre réflexion aujourd'hui et des thématiques qu'on va traiter. On a fait un constat finalement assez généralisé sur le fait que le métier de CGP est en pleine mutation. Il y a plusieurs pressions et de plus en plus de pressions qui s'imposent sur les CGP. Il y a la pression réglementaire qui est finalement une conformité, une compliance de plus en plus exigeante, une clientèle qui est informée, notamment par le biais d'Internet, par le biais des réseaux sociaux. Finalement, les CGP doivent repenser, doivent revoir leurs méthodes pour apporter une valeur différenciante, pour se démarquer sur ce marché. Et donc, on va traiter au fil de ces 3/4 d'heure, de ce 45 minutes dans ce webinaire, différentes questions sur cette adaptation, sur les méthodologies de travail qu'on peut adopter, comment optimiser sa visibilité, comment piloter son activité de manière efficace grâce au digital et comment réussir à proposer des solutions sur mesure qui sont différentes. Donc, on a également
au travers de tout ça et en réponse à ces pressions, une montée en puissance des fintechs qui représente finalement une menace pour les CGP, mais aussi une opportunité, puisque certaines fintechs aident les CGP et on renforce leurs relations. Hein. Georges, je pense que tu pourras le confirmer, mais il y a des changements de paradigme dans la relation, dans les attentes des clients. Il y a une amélioration dans l'efficacité commerciale, dans l'efficacité des traitements de tâches quotidiennes. Et aussi de plus en plus de produits qui arrivent pour changer de l'assurance vie classique, du PER, des produits qu'on voit très souvent, pour apporter justement un petit peu de dynamisme, un petit peu d'exotisme dans les portefeuilles proposés. En grand 1, peut-être sur la valeur ajoutée, Georges, pour démarrer, communiquer de façon personnalisée et développer sa notoriété. Je pense que tu vas pouvoir traiter différents sujets si on devrait justement voir un petit peu que les clients ne sont plus les mêmes aujourd'hui pour les CGP. Aujourd'hui, il y a clairement une pression, hein, comme je le disais. Il faut que les CGP prennent conscience de la prise d'information qu'ont les clients. Hein. Les clients s'informent, les clients ont accès à différentes sources pour connaître les formes de tendance, les nouveaux placements en vogue, différentes choses. Donc, il y a aussi une demande de transparence, hein, notamment dans la génération des néo-investisseurs qui demandent à savoir quels sont les sous-jacents des produits, quels sont finalement les process d'un CGP, les frais. Donc, je pense que les institutions de régulation, nos amis CGP peuvent en témoigner. Hein. Les institutions de régulation forcent et poussent pour apporter plus de transparence aux épargnants et aux investisseurs finaux. Mais voilà, le CGP doit prendre en compte toutes ces évolutions dans le métier pour en faire finalement des forces et proposer de nouvelles choses à leurs clients. Il y a aussi une exigence de rapidité, d'efficacité. Je pense qu'on le voit tous dans nos quotidiens. Hein. La vie quotidienne s'est uberisée avec de l'instantanéité sur toutes les demandes, toutes les questions qu'on peut avoir. Et bien finalement, les clients des CGP cherchent aussi à avoir cette réponse, veulent avoir des réponses sur le statut, la performance à une date T de leur contrat, de l'ensemble des encours qu'ils ont pu placer avec leur CGP. Donc, finalement, il faut que le digital, il faut que différents outils apportent ça. Ça va avec la communication, ça va avec les outils digitaux. Et il faut aussi qu'on puisse récolter cette data auprès des émetteurs de produits exotiques, puisque c'est pas toujours simple de venir chercher cette donnée. Et ensuite, je pense que Georges, ça va faire la transition avec les sujets que tu traites, mais le CGP doit communiquer et doit renforcer sa relation avec ses clients. Je pense que le client est en attente toujours d'une relation qui reste humaine, qui reste assez proche, avec une proximité assez importante. Georges, je te laisse la parole. Je ne peux que totalement compléter ce que tu dis, c'est de se dire aujourd'hui, CGP, j'enfonce une porte ouverte, mais une de vos premières qualités est cette capacité à avoir une relation très privilégiée avec vos clients, de très bien les connaître et vraiment de leur apporter du conseil de qualité. Et aujourd'hui, pourquoi vous devez être présent sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous êtes présent sur Internet? Pour une raison très simple, c'est que vos clients sont présents dessus. Donc en gros, le but du jeu, c'est vous d'aller leur parler là où ils sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on regarde aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de recherches qui sont faites chaque jour sur Google autour de la gestion de patrimoine, que ce soit des mots-clés gestion de patrimoine, des mots-clés sur des produits comme l'assurance vie, comme l'investissement dans l'art pour faire le lien avec Matisse, comme diminuer ses impôts, tourner ses patrimoine. Enfin, il y a plein de volumes de recherche sur Internet et j'enfonce une autre porte ouverte, mais vos clients sont sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, 28 millions de membres en France, le nombre d'actifs est jamais très clair, mais quasiment toute personne qui travaille est sur LinkedIn, idem sur Instagram. Instagram est, c'est le cas de le dire, hyper transgénérationnel. J'aime bien citer l'exemple de mes parents. Mes parents retraités sont sur Instagram. Pourquoi? Entre autres, pour voir les photos de leurs petits-enfants ou des petits-enfants de leurs copains. Mais du coup, on peut les toucher sur Instagram. Moi, je suis dessus. Des personnes plus jeunes sont dessus. Donc, concrètement, quasiment tout le monde est sur les réseaux sociaux et quasiment tout le monde lit les avis avant de faire confiance à un professionnel. Il y a quelques années, on ne lisait quasiment que les avis pour les restos ou pour les hôtels. Aujourd'hui, on lit les avis quasiment sur tout. Donc,
Très concrètement, aujourd'hui, vous êtes CGP, il ne faut pas se mentir, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus vivre caché. C'est une obligation pour vous d'utiliser le digital, au moins à minima, et au moins à minima de maîtriser votre présence digitale pour pouvoir bien vous mettre en avant, même si c'est totalement complémentaire du bouche à oreille et vraiment complètement complémentaire de ce que vous pouvez faire. Et donc, ce qu'on va essayer de vous montrer rapidement, c'est voilà, un peu les 3 points clés de la communication de marketing digital, c'est-à-dire voilà, à minima, qu'est-ce que vous devriez faire. Donc, si on va à la slide d'après, la première chose qu'il faut faire, c'est avoir un site web. Un site web, qu'est-ce que c'est? C'est une page web, donc www.moncabinet.com. Cette page web, avant tout, c'est une notion de réassurance. N'importe qui entend parler de vous par bouche à oreille. Qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire, il va taper votre nom sur Google. Et il y a 2 écoles, soit il arrive nulle part, soit il arrive sur une page web bien construite, professionnelle, et qui montre bien que telle personne, elle a pignon sur rue, elle existe, elle a des partenaires, elle a des clients, elle a une méthode de travail constructive, et donc vraiment, ça permet d'être rassuré. Versus, vous l'avez bien vu, mais il y a régulièrement des histoires d'arnaque, régulièrement différentes histoires de CGP qui ne peuvent pas faire confiance ou de faux CGP. Là, c'est vraiment de se dire, cette page web, elle doit vraiment me présenter, elle doit vraiment être à jour. Et cette page web, elle a 2 autres sujets clés. Un, bien sûr, elle doit être on doit pouvoir facilement la mettre à jour, parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir un site web qui aujourd'hui met encore énormément en avant la magie du Pinel ou met en avant la loi de finances 2022 qui est complètement has-been. Et deuxièmement, cette page web, à vous de la rendre la plus agréable possible. Par exemple, vous avez la bonne idée de bosser avec Wellscom et de donner à vos clients un accès client. C'est pas bête de mettre l'accès client sur cette page web. Vous bossez avec Mathis, vous proposez régulièrement différents éléments dans l'art. C'est pas bête de mettre sur cette page web quelques éléments sur l'art. Vraiment, c'est de se dire, elle doit vous correspondre et elle doit vous présenter. Et elle doit vraiment être quelque chose qui vous correspond bien. Donc, le site web, incontournable, obligatoire. Peut-être que c'est, enfin, je rebondis un petit peu avec ce que tu disais, ce que je disais tout à l'heure sur la pression et le début de la relation. C'est le site, c'est finalement comment tu vois le site. C'est le début et l'élément initial entre digital et relation humaine. C'est quand tu disais que le site était un élément pour rassurer le client final, comment il perçoit le site internet. Est-ce que c'est un élément pour se dire ah ok, il y a d'autres gens qui font confiance comme moi à ce CGP ou je veux connaître l'équipe. C'est un élément complémentaire. C'est de se dire tu me conseilles un CGP, j'en cherche un, tu me dis va voir tel cabinet, je vais taper son nom sur Google. Et donc le fait de me rassurer et de me dire bah tiens, cette personne, effectivement, il y a une équipe ou il n'y a pas d'équipe parce que les 2 approches sont valables. En revanche, c'est expliqué pourquoi la personne bosse seulement en équipe. Il y a des partenaires, il y a différentes accréditations. Enfin, il y a tant de choses qui me rassurent. Et mine de rien, j'ai besoin d'être rassuré parce qu'un CGP, plus je lui dis tout, plus je lui donne les clés du camion de mon patrimoine en lui donnant vraiment toutes les informations, meilleur son conseil sera et meilleur il pourra m'accompagner. Donc, c'est vraiment un complément de la relation humaine. On peut faire un peu d'acquisition avec, parce qu'il y a une personne qui va vous trouver, mais il ne faut pas se mentir, ce n'est pas un site d'acquisition. C'est avant tout un site de réassurance, même si on peut faire un peu d'acquisition avec. Je me permets de partager quelques bonnes pratiques là-dessus. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée, nous. Alors, sur Mathis et moi, enfin, sur Mathis aujourd'hui, mais aussi dans nos expériences ou mes expériences passées, parce qu'on a travaillé pour le compte de cabinets de gestion privée, de fonds, etc. Et l'enjeu, c'est d'avoir en fait un accès, par exemple, très direct à des interlocuteurs, à de la réassurance. Nous, on a mis en place, et je le partage comme une bonne pratique, un système de prise de rendez-vous quasiment automatisé. Il y a certains acteurs qui ont des outils de diagnostic ou de qualification. En fait, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui permettent, nous, à nos clients qui viennent nous voir en direct, d'avoir accès à une offre claire dans un premier temps, en échange cadré avec un interlocuteur, une connaissance de ce qu'on fait. Et en fait, c'est un moment qu'on va utiliser, ce premier call, c'est un moment qu'on va utiliser pour avoir une juste compréhension de leurs besoins et de leurs attentes, en sachant qu'on parle à des gens auxquels on n'a jamais échangé et qu'avant de leur parler, ils savent déjà ce qu'on fait, ce qu'on peut leur apporter, et on a, nous, compris un bout de leurs problèmes. Donc, en fait, ces outils-là, je vous rejoins et je te rejoins, Georges, là-dessus. Pour nous, et je pense pour ce marché-là, c'est clair.
Voilà, donc vraiment le stop c'est clé. Après, l'autre chose qui est clé, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Le stop de mon CGP, je vais aller le voir une fois par-ci par-là, mais je ne vais pas y aller régulièrement. En revanche, en fonction de la consommation de chacun, que ce soit LinkedIn, Facebook, Insta, je vais y aller tous les jours. Et même souvent plusieurs fois par jour. Avant tout, je vais y aller pour voir et dessus, je vais consulter beaucoup de contenu. Donc, le CGP, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire? Il a intérêt à être ami avec le professionnel, avec son client sur ses réseaux sociaux, avoir une relation, et à poster régulièrement, de façon à ce que dans le flux d'actualité qui apparaît sur l'internaute sur ses réseaux sociaux, il y ait des informations poussées par le CGP. Le but du jeu, voilà, c'est d'éveiller l'intérêt, c'est de lui dire, tiens, il se passe des choses, il y a des choses qui bougent. Par exemple, en ce moment, un post qui pourrait bien fonctionner, c'est, tiens, cher client, cher prospect, les taux baissent. C'est factuel, tout le monde le sait, bon, j'enfonce une porte ouverte. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion de revoir vos allocations? Parce que si les taux baissent, il y a peut-être des opportunités différentes, etc. Le but du jeu de tous ces contenus, encore une fois, ce n'est pas de faire de la vente, parce que faire de la vente sur un post LinkedIn ou un post Insta, c'est utopique, mais c'est d'éveiller l'intérêt du client, d'éveiller l'intérêt du prospect, qu'il ait envie de vous contacter, et après, libre à vous de lui dire, attendez, vous m'avez contacté parce que vous avez lu un post sur le cours de l'or, ou vous avez lu un post sur l'immobilier à Bordeaux, mais finalement, quand je prends le temps d'échanger avec vous, selon moi, ce qui vous correspond, c'est totalement autre chose. Là, c'est vraiment votre rôle de conseil. Le but des réseaux sociaux, c'est juste de rester dans la tête de la personne, de que régulièrement elle entende parler de vous, pour que dès qu'elle a une contrainte patrimoniale, elle pense à vous, que vos contenus éveillent son intérêt et qu'elle ait aussi envie de vous recommander. Pour ça, attention, il faut publier régulièrement. Donc ça, j'aime bien dire plusieurs fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, c'est bien. Il faut bien sûr publier avec du contenu de qualité. Si vous me publiez des trucs qui sont nuls, vous n'allez pas du tout donner envie personne de vous faire confiance. Et il faut interagir, il faut jouer le jeu, il ne faut pas hésiter aussi à aller liker, donc aller aimer, aller commenter d'autres publications, aller en partager. Enfin voilà, jouer le jeu des réseaux sociaux, ça c'est super important, c'est super efficace et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien. Nous on le voit par retour d'expérience. Petite cerise sur le gâteau, il ne faut pas oublier la newsletter. On peut se dire la newsletter c'est has-been, c'est nul, j'en reçois des dizaines, ça ne m'intéresse pas du tout. Et une newsletter bien construite avec du contenu de qualité envoyé à vos clients et vos prospects, ça fonctionne super bien. Nous, on en envoie des centaines et les résultats sont encore super bons. Donc, c'est vraiment de se dire, vous avez du contenu fourni, soit créé par vous, c'est rare, soit fourni par un tiers comme ActuSite, mettez-le sur vos réseaux sociaux, mettez-le sur votre site, mais mettez-le aussi dans votre newsletter et vous allez voir à quel point vos clients ils sont contents d'être animés parce que quand vous leur proposez une assurance vie, une fois que la location elle est faite, vous échangez peu avec eux. Donc, c'est hyper important d'avoir cette notion de l'animer. Et bien sûr, dans cette newsletter, vous pouvez mettre les contenus de Mathis, vous pouvez mettre d'autres contenus. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est hyper méga clé. Dernière chose, les avis Google. Les avis Google, dans l'absolu, vous pourrez me dire, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est que Google, aujourd'hui, avec historiquement Google My Business, qu'ils ont renommé Google Business Profile, vous permet relativement facilement de ressortir dans les premières places dans des recherches locales. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui va taper gestion de patrimoine, CGP au niveau national, vous n'avez aucune chance de ressortir, à moins de mettre des budgets de malade. En revanche, ressortir en bonne position sur gestion de patrimoine Bordeaux, CGP Nice ou Family Office Paris, ce n'est pas très compliqué. Sous réserve d'avoir une fiche très bien remplie, très bien complétée, de collecter des avis, de répondre à ces avis, de publier régulièrement sur cette fiche, de mettre à jour régulièrement votre fiche sur vos jours d'ouverture, vos jours de fermeture, etc. Et là, vous avez pour nous une vraie opportunité d'acquisition et de business qui est de se dire que vous allez vraiment pouvoir récupérer de nouveaux clients grâce à ça et de manière non négligeable, avoir vraiment plusieurs demandes de contact par mois. Donc ça, je ne sais pas combien de temps ça durera parce que c'est probablement l'un des seuls services de Google qui est totalement gratuit. Donc, on verra combien de temps ça dure, mais évidemment, ça fait des années que ça dure. Et aujourd'hui, ça marche super bien. Si vous ne l'avez pas, faites-le, c'est hyper important. Et bien entendu, répondez aux avis. Si jamais il y a des mauvais avis, comprenez pourquoi et des mauvais avis. Dans 95% des cas, en échangeant avec la personne, l'avis, il est retiré parce que c'est un malentendu quand il y a un mauvais avis. Mais voilà, jouez le jeu, faites-le, c'est hyper important. Et si vous avez ce triptyque, site web, réseaux sociaux avec du contenu newsletter
et présence locale, vous avez franchement une présence hyper satisfaisante pour votre activité de gestion de patrimoine et une activité qui va être d'animer vos clients, d'animer vos prospects, faire un peu d'acquisition, faire un peu de réassurance, donc de couvrir l'ensemble de la chaîne de manière assez efficace et sans que ça vous demande un temps de malade. Là-dessus, en 2 mots, nous, ActuSite, si on voit la slide d'après, on a bien sûr une offre complète pour vous accompagner sur toutes ces briques. En fonction de là où vous en êtes, soit on peut vous accompagner sur une brique, soit 2 briques, soit 3 briques. On a la chance donc de bosser depuis 10 ans avec les CGP, donc c'est un marché qu'on connaît bien, sur lequel on est partenaire de différentes chambres, donc on connaît le réglementaire, on connaît bien les contenus à rédiger, on a un vrai retour d'expérience sur ce qui ne fonctionne pas, et on a un outil qui s'appelle le e-bureau, qui est un outil qu'on a développé, qui devrait centraliser tout ça, et qui nous permet, dans le bon sens du terme, d'être chiant avec vous, mais j'aime bien le terme chiant, et de vous dire, attendez, cher monsieur, chère madame, vous êtes client chez nous, c'est génial, vous payez, mais votre newsletter, ça fait 2 ans que vous l'envoyez exactement le nombre de personnes. Est-ce que depuis, vous n'avez pas des nouveaux clients, des nouveaux prospects? Vous devriez en rajouter. Vos LinkedIn, il y a ci, il y a ça. Enfin, on essaye vraiment d'être très présent avec nos clients pour vraiment ne jamais vous lâcher et vous permettre de maximiser votre présence exactement comme on essaie d'être très présent de l'écosystème et de se dire, je reprends l'exemple Wellscom, c'est facile, Cyprien est à côté de moi, mais vous bossez avec Wellscom, attendez, vous voulez intégrer leur espace client, vous galérez, vous inquiétez pas, on s'en occupe, on appelle Wellscom, on met ça en musique avec eux, on propose à nos autres clients, enfin vraiment d'être très présent pour que les choses fonctionnent bien et que vous ayez quelque chose qui soit efficace pour vous et qui fonctionne. Donc vraiment, je le redis, je radote, mais c'est mon credo depuis un petit bout de temps. Faites du marketing et de la communication digitale. C'est totalement complémentaire du bouche à oreille et surtout, ça fonctionne et c'est rentable. Génial. Merci Georges. Je ne peux que valider ses bonnes pratiques sur les avis Google, puisque quand je suis arrivé dans leur bureau, j'ai vu un petit totem avec un flashcode pour laisser un avis. Donc, on n'arrête jamais. Très bonne idée, mais non, mais ça peut être une des bonnes pratiques pour les Bien CGP sûr. finalement. Dès qu'un client arrive, petit avis. Non, mais super. Nous, pour faire la transition vers Wellscom, aujourd'hui, Wellscom est un outil de pilotage complet sur l'ensemble des tâches métiers d'un CGP. Il faut savoir que depuis pas mal de temps, pas mal d'années, il y a une pression, il y a une obligation des CGP de s'adapter par rapport à la réglementation qui s'alourdit, par rapport à la digitalisation qui est de plus en plus présente. Ça devient une obligation pour les CGP. Et Wellscom, de par sa modernité, de par sa vision d'innovation, de facilité, de simplification, se positionne vraiment aux avant-postes pour finalement être un marchepied dans cette métamorphose, dans ce changement, dans cette évolution, avec 2 logiciels, puisque Wellscom est un écosystème. On a démarré par la création d'un agrégateur patrimonial pour le grand public et ensuite on a développé Wellscom Pro, donc l'outil métier pour les professionnels, et on propose ce package au CGP. Donc Wellscom Pro, c'est finalement un outil qui va permettre de gérer à la fois l'agrégation, donc toute la collecte et la consolidation de l'ensemble des données patrimoniales gérées et non gérées d'un client final, sa situation de conformité qui est précontractuelle de la connaissance client passant par le DER jusqu'à la génération d'une déclaration d'adéquation. Wellscom vous assiste là-dessus. Et enfin, avec certains partenaires comme ActuSite, on peut également travailler sur la relation commerciale avec quelques fonctionnalités CRM, mais aussi la possibilité d'envoyer des données de connaissances clients pour nourrir vos process de communication, pour nourrir différentes pratiques de communication vers vos clients. Et l'espace client que vous allez pouvoir proposer à vos clients finaux peut tout à fait être inséré dans un site internet, un site vitrine, et ainsi proposer un gadget qui va renforcer la relation avec vos clients. Wellscom Pro, en quelques mots, pour vraiment donner un petit peu de détails sur l'agrégation. Wellscom Pro, c'est 3 possibilités d'agrégation. La première, c'est l'agrégation automatique que vous connaissez sur vos précédents logiciels. C'est l'agrégation qui va communiquer avec vos partenaires, avec un Generali, avec un Swiss Life, avec un Viplus, et on va récupérer l'ensemble des contrats que vous avez souscrits pour le compte de vos clients directement sur ces interfaces, sur ces extranets. Ça, c'est la première
agrégation. Ensuite, on a une deuxième agrégation qui est dite l'agrégation manuelle, qui va vous permettre, dès lors que vous démarrez une connaissance client, de renseigner différentes informations sur vos clients, sur leur situation fiscale, budgétaire, patrimoniale. Et enfin, vous allez avoir une troisième technologie d'agrégation qui est là vraiment une innovation puisqu'elle permet à vos clients en autonomie d'agréger automatiquement absolument tous leurs actifs, tous leurs passifs, finalement toutes les composantes de leur patrimoine. Comment on effectue ça? On effectue ça avec un partenaire qui s'appelle Poens, qui est une entreprise française et qui, grâce aux lois DSP2 d'Open Banking, nous permet d'aller chercher ces datas, et c'est de la donnée qui est en temps réel. Donc, ça vous permet d'avoir une connaissance sur le contrat d'assurance vie qui est géré par le banquier privé de votre client, qui est aussi profonde, finalement, que le contrat que vous gérez, vous, dans votre cabinet. Donc, ça peut être un levier de croissance assez intéressant. Sur cette agrégation, finalement, on sait tous que la donnée, la data, est un élément clé aujourd'hui, puisque c'est de la data qu'on peut animer des actions commerciales, des actions de conseil. Eh bien, on va avoir des reporting, des exports pour un audit patrimonial, on va avoir plusieurs fonctionnalités. La conformité, je ne pense que j'apprends rien à personne en disant que la conformité est en train de se renforcer. C'est déjà renforcé sur les 4, 5, 6 dernières années. La conformité, finalement, c'est devenu un quotidien dans le métier d'un CGP. Il faut en faire, c'est obligatoire. Vous avez des process qui changent ultra régulièrement. Wellscom est là justement pour vous assister dans tout le process, finalement, toute la frise, comme appellent les chambres, toute la frise contractuelle, toute la frise conformité d'un client. C'est-à-dire qu'on part de la connaissance client, de l'onboarding d'un KYC, donc la connaissance que je vais faire lors de mon premier rendez-vous. Ensuite, je vais donc potentiellement envoyer l'ensemble des documents réglementaires, le DER, la lettre de mission. Tous ces documents-là sont envoyés par vos institutions de régulation, votre chambre, qui nous envoie des documents réglementaires qu'on intègre dans notre outil et on permet ensuite de les générer et de les remplir automatiquement. Donc, Wellscom, vous êtes vraiment dans cette construction, dans cette génération d'une fiche de conformité, d'un état de conformité OK pour votre client, et on vous assiste en fonction des cartes professionnelles que vous avez sur finalement les différentes étapes. On ne vous bloque en rien, on est vraiment un guide digital sur cette mise en conformité. Et enfin, une fois que les documents sont envoyés, une fois que la situation a été démarrée, enclenchée, on va automatiser l'ensemble du pilotage des échéances, de validité des documents. Je pense notamment à une déclaration d'adéquation, un profil investisseur, qui sont des documents qui nécessitent une mise à jour périodique, souvent tous les ans, tous les 2 ans. Eh bien, Wellscom peut tout à fait automatiser cette tâche-là pour vous permettre de ne pas avoir à penser à la remise en conformité d'un client. La valeur ajoutée, finalement, pour vous, CGP, c'est cette vision 360, cette vision globale, dans une interface qui est extrêmement simple. C'est-à-dire que vous, sur Wellscom Pro, vous allez retrouver une navigation ultra ergonomique. On a vraiment essayé de construire un écosystème qui est cohérent, qui est facile à prendre en main, que ce soit pour vous ou pour vos clients. La preuve en est, c'est qu'on va de suite, dès que vous rentrez en relation avec Wellscom Pro et dès que vous créez un compte sur Wellscom Pro, on va commencer par la migration de vos données. Ça, c'est un énorme élément différenciant par rapport à l'ensemble des logiciels sur le marché. On va récupérer, on va absorber toutes les données qui sont ou qui ont été saisies pendant des années sur votre ancien logiciel. Et donc, dès l'ouverture pour la première fois de votre compte sur Wellscom Pro, vous avez un logiciel que vous connaissez, avec de la donnée que vous connaissez et finalement qui va être très facile à prendre en main. Donc, on a, c'est une des principales objections à laquelle on a fait face, cette migration. Suite à ça, on a une prise en main avec nos équipes, on est très à cheval sur le suivi client. Et on va vous former sur les principales verticales, donc le suivi de votre activité avec tout ce qui va être middle et back-office, la centralisation de vos échanges avec vos clients, l'automatisation de la conformité. Tout ça va vraiment être nouveau pour vous, mais on vous accompagne pour que vous puissiez avoir une expérience optimale chez nous. Jérémy, je te laisse prendre la suite. Ouais, écoutez, avec grand plaisir. Merci en tout cas pour toutes ces explications.
En fait, tout ce qu'on se dit, ça rejoint aussi assez bien nous, ce qu'on a voulu mettre en place sur Mathis. Notre ADN sur Mathis, c'est un ADN qui est, en fait, paradoxalement assez digital. Notre enjeu à nous, ça a été de donner accès à des CGP, à des clients privés, à de l'art contemporain. C'est un moyen de souscription. On a voulu que ce produit-là soit le plus digital possible parce qu'aujourd'hui, ça fait partie, on pense, des prérequis pour démocratiser un produit d'investissement. Et c'est aussi notre ADN parce qu'on avait travaillé avec François Carbone, qui est mon associé, sur différents projets, notamment Anaxago ou d'autres fonds digitaux. Si on se parle de différenciation, et c'est peut-être là que ça rejoint aussi toute la logique de cette conférence, l'art contemporain, on sait très bien que ce n'est pas un fonds de portefeuille. On n'est pas en train. Notre sujet à nous, c'est pas de convaincre nos clients qu'en fait, ils doivent faire de l'art contemporain, même s'ils doivent faire des SCPI. En revanche, on a voulu le placer comme un produit d'investissement. Alors, juste une seconde, j'aimerais changer de slide. Est-ce que j'ai la main là-dessus, Simon, ou pas? Oui, hein. Super. On a voulu le voir, nous, on a voulu le voir comme un produit d'investissement, certes alternatif. Quoi qu'il en soit, on considère qu'il a une importance et que c'est une classe d'actifs qui est relativement importante. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, c'est un marché qui pèse quasiment 70 milliards de dollars de volume de transactions en 2022, et c'est un marché qui pèse à peu près 2000 milliards de valeur de stock. 2000 milliards, c'est énorme. Ce marché-là, il possède un stock important, il transacte, parce qu'en fait, les œuvres s'échangent de manière assez fréquente, et il transacte relativement rapidement. C'est la dernière petite slide en bas, enfin le dernier petit carré en bas à droite, le chiffre de 80%, il est important. En fait, il veut dire que 80% des œuvres qui sont mises en vente, confiées à des galeries, sont des œuvres qui sont commercialisées en moins de 2 ans. C'est un marché qui historiquement s'apprécie. En fait, globalement, on parle d'un marché des collectibles. Donc, ce sont des biens dont la production est terminée. Ce sont des biens qui sont recherchés par les principaux collectionneurs du monde. Les artistes, nous, sur lesquels on travaille, ce sont des artistes comme Keith Haring, comme Pierre Soulages, comme Andy Warhol. On a un tableau derrière moi d'un artiste allemand qui s'appelle Hans Hartung. L'idée, c'est de se dire qu'on va regarder des choses qui sont des choses incontestables de l'histoire de l'art. En fait, notre métier à nous, c'est pas d'essayer de trouver le prochain Picasso. C'est le métier des galeries, c'est le métier de certains agents. La question, c'est pas de savoir si c'est beau, c'est pas beau, c'est bien, c'est pas bien. Notre enjeu, nous, c'est de construire un actif financier pour le compte de nos clients qui permettent aussi à des clients, à des intermédiaires et des conseillers en gestion privée de se diversifier. Est-ce que tu peux passer une slide, Simon? Je peux le faire moi ou pas? Ouais, je sais pas, je pense que Simon aura la réponse, je l'ai pas là, mais tu me dis, il n'y a aucun souci, je passe la slide. Aucun problème. Le marché qu'on regarde, pour vous expliquer, vous donner un peu plus de contexte, c'est ce marché d'après-guerre et d'art contemporain. Les œuvres en fait, qu'on étudie et dans lesquelles on investit sont des œuvres qui ont été produites pour la quasi-totalité entre 1945 et 2000. Quelques œuvres sont un peu plus tardives. Et en fait, on regarde ce marché-là pour une raison qui est assez simple. C'est que c'est un marché qui est à la fois en phase de valorisation. C'est un marché qui est extrêmement large et c'est un marché dont l'historique est relativement récent. C'est-à-dire que quand on achète Léonard de Vinci, il y a des sujets d'authenticité, il y a des sujets de provenance, il y a plein de sujets d'identification et de valorisation de l'œuvre. Les œuvres, nous, qu'on regarde, en fait, ce sont des œuvres qui ont 70, 50, 30 ans. C'est des œuvres dont l'historique est connu, ce sont des œuvres qui sont traçables et surtout, ce sont des œuvres qui ont été produites en grande série. Donc l'enjeu pour nous, ça va être de se concentrer sur ce segment de marché, sur une valeur de marché à l'acquisition qui est comprise entre 500 000 $ et à peu près 5 millions d'euros ou de dollars. En fait, notre approche, c'est un peu une approche de marchand de biens. On pourrait se comparer à un marchand de biens immobilier en disant, on va regarder des actifs qui sont, par exemple, un appartement compris entre 100 et 150 mètres carrés à Paris. Tout le monde sait combien ça vaut. Ce sont des biens qui sont évidemment interchangeables. Donc, les œuvres qu'on regarde, elles restent dans cette typologie-là. On ne va pas acheter une œuvre record à 80 millions de dollars, au même titre qu'on n'irait pas acheter un appartement de 900 mètres carrés à Paris, tout simplement parce que ce sont des biens exceptionnels au sens d'exception. Et nous, on cherche des biens qui sont normaux, comparables, plaçables dans un marché. L'idée étant qu'on soit capable de les valoriser. Est-ce que tu peux passer une slide, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, notre enjeu,
sur ce marché-là, c'est en fait, de pouvoir structurer pour le compte de nos clients des opérations d'achat et de revente de nos œuvres. Initialement, quand on a créé Matisse, on avait, en fait, on l'a créé sur le savoir-faire d'Arnaud Dubois et Cécile Colleville, qui eux savent acheter en dessous de leur valeur de marché des œuvres, les proposer à des clients en indivision et les reconfier par la suite à des galeries en vue de leur cession. Nous, on vient d'un monde qui est plutôt un monde d'investissement, donc ce qu'on a dit, c'est qu'on allait plutôt fractionner ces œuvres-là. Le tableau d'Ansartum que vous voyez derrière moi, c'est un tableau qu'on achète 250 000 euros. Alors pour nous, c'est une petite pièce. Ansartum, c'est un artiste majeur de l'expressionnisme abstrait allemand. Ce tableau-là, on l'a acheté 250 000 euros et on l'achète à Hong Kong. On l'achète en vente aux enchères. On achète ce tableau parce qu'il passe dans une vente dans laquelle il est mal présenté. La valeur de cette œuvre, aujourd'hui, tous les jours sur le marché, elle est plutôt proche de 400 450 000 euros ou dollars. Donc, en fait, notre métier, c'est de se dire, on identifie cette opportunité-là. On va lever la main aux enchères, on va l'acheter en dessous de sa valeur de marché. On va la faire porter par nos clients investisseurs qui vont pouvoir investir à partir de 20 000 euros dans ces œuvres-là, donc co-investir par l'intermédiaire d'une SAS qui porte l'œuvre. Là, en l'occurrence, c'est Matisse 0023 de mémoire qui porte le tableau qui est derrière nous. Cette œuvre-là, on va la confier à une galerie. La galerie va la vendre lors d'un moment de marché à sa valeur de marché. Et on va rémunérer nos investisseurs à ce moment-là. Les œuvres qu'on achète, on les achète systématiquement comme ça. La thèse d'investissement profonde qu'on a sur Matisse, c'est de battre le marché à l'achat. Si je reprends mon exemple du marchand de biens, en fait, le marchand de biens, quand il achète, il se dit comment est-ce que je fais pour acheter 7 000 euros du mètre en plein Paris, en plein 8e. Notre logique, elle est tout à fait similaire. On achète des choses qui sont extrêmement établies, comparables, sérielles, en dessous de leur valeur de marché. On les propose à l'investissement à partir de 20 000 euros à nos clients par l'intermédiaire d'un outil de souscription digitale. Et à la suite de ça, on va les replacer en vente, enfin en galerie, en vue de leur commercialisation. L'idée, c'est avant tout d'aller chercher pour nous de la performance financière. Aujourd'hui, on a acté 5 sorties pour des TRI qui sont compris entre 17 et un peu plus de 100% pour le compte de nos clients. On a démarré l'activité l'an dernier. On a levé 5 millions d'euros en tout début d'année dernière avant d'avoir un agrément. On a commencé de manière plus massive avec des outils très digitaux aussi. Et je rejoins un peu ce que disait Georges sur ActuSite. On en voit les bienfaits. Aujourd'hui, on gère à peu près 30 millions d'euros qui correspond à notre collecte de 2024. Je pense qu'on va atterrir autour de 40 millions d'euros à la fin de l'année. Cet outil-là et ce produit d'investissement-là, c'est un produit qu'on commercialise beaucoup auprès de réseaux de distribution, notamment des réseaux de distribution privés, de réseaux de distribution, des réseaux de CGP. L'intérêt qu'on voit aujourd'hui chez les différents CGP qui nous sollicitent, c'est de pouvoir proposer quelque chose de différent à leurs clients. Je vais pas revenir sur les contextes de taux qu'on connaît tous, mais en fait, quand le métier évolue, quand on arrête de travailler sur un système de flux, parce que peut-être que le recours au crédit, c'est un peu taré, peut-être qu'en fait, le marché de l'immobilier est moins attractif, même si ça reste un marché de coûts. En fait, où est-ce qu'on réalise nos fonds? Le marché sur lequel on travaille, nous, c'est un marché sur lequel il n'y a pas de dette. C'est très important, parce que ça veut dire que c'est un marché qui est moins directement corrélé au contexte de taux qu'on a pu connaître dans les dernières années. Est-ce que Cyprien, pardon, si tu peux revenir, Simon, tu peux revenir sur la première slide avec la courbe, s'il te plaît. Celle juste avant. Tac, celle-ci. Exactement. Top. Quand on regarde cette courbe-là, on voit en 2020 le Covid. On a un tout petit décroché en fin de courbe. Notre marché ne s'est pas effondré à ce moment-là et il ne s'est pas effondré depuis en termes de tenue de valeur. C'est un marché qui a été évidemment affecté par le confinement et qui a été affecté pour une raison très simple. C'est qu'en fait, pour acheter une œuvre, il faut la voir et pour la voir, il faut se déplacer. Dans des événements de marché comme ceux-là ou comme ceux qu'on a pu connaître aussi aujourd'hui dans un contexte de hausse des taux, on se rend compte que le marché reste une réserve de valeur à destination de collectionneurs. C'est un marché qui a parfois tendance à ralentir en termes de montant et de volume de transactions, mais en fait, ce qu'on perçoit, c'est toujours une tenue de la valeur. L'enjeu, c'est de se dire que c'est un outil que vous pouvez aussi proposer à vos clients pour pouvoir investir de manière, j'aime pas trop le terme contracyclique, mais en tout cas de manière décorrélée
des marchés financiers. Il y a une dernière chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que ça reste un… Je veux bien que tu reviennes à la slide après celui que tu es en train de voir. Excuse-moi. Non, non, pas de souci. Encore après. Celle Encore après, après? le graphique, exactement. Celle-ci. Celle juste après. Merci beaucoup. Il y a une dernière chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que on considère, et nos clients considèrent l'art comme un produit d'investissement un peu particulier. C'est un produit qui est assez affinitaire. On se rend compte que les clients viennent nous voir, et certains viennent nous voir, nos investisseurs, nous sollicitent parce que on leur propose un club deal ou une œuvre d'un artiste pour lequel ils ont une sensibilité particulière. Et ils sont assez heureux de pouvoir se dire qu'ils co-investissent dans une œuvre de Pierre Soulages, une œuvre de Kissaring, un tableau de Hans Hartung. Et ça, on le met en avant. On insiste énormément sur ce côté expérientiel. C'est quelque chose qu'on souhaite aussi pouvoir partager aux différents CGP qui travaillent avec nous. On reçoit par exemple des clients à Art Basel, qui est une foire d'art contemporain très importante à partir du mois d'octobre. On invite nos meilleurs clients en salle de vente. En fait, on veut leur faire partager la réalité de notre marché. Et on est convaincu que mettre l'expérience d'investissement au centre de la démarche, c'est pour nous un élément très fort et c'est pour nos partenaires un élément d'acquisition très important. Voilà un petit peu le tour de notre activité. Le premier driver, ça reste évidemment la performance. Si on prend un exemple de transaction réalisée qui est affiché là, on a récemment travaillé sur un artiste qui s'appelle François-Xavier Lalanne, qui est un sculpteur, designer français, qui est un artiste assez chaud en ce moment. C'est une œuvre pour laquelle on avait levé au tout début 500 000 €. C'est une œuvre qu'on a commercialisée par l'intermédiaire d'une galerie et qu'on a cédée au bout de 9 mois. On a remboursé nos investisseurs avec un TRI net de 42%. Le multiple net investisseur était plutôt de l'ordre de 30%. Mais ça fait partie du type de rendement qu'on veut aller chercher globalement. L'idée pour nous, c'est de pouvoir assurer des rendements qui sont compris entre des multiples qui sont compris entre 10 et 30% à nos investisseurs dans un horizon qui va être compris entre 6 mois et 3 ans. Jérémy, il y a des tickets minimums pour ceux qui veulent, pour les cégep ou les clients finaux qui veulent intégrer un club deal de Matisse? Nous, on ouvre l'investissement à partir de 20 000 € par club deal. Aujourd'hui, nos clients nous confient entre 20 000 € et un petit peu plus de 2,5 millions en termes de taille d'encours. Ce qu'on aura toujours tendance à conseiller à nos clients, c'est de se diversifier. En fait, si on veut s'exposer à l'art pour 100 000 €, soit on achète une œuvre, et on peut l'acheter en étant pleinement propriétaire, en étant conseiller à cette acquisition-là, soit on se diversifie. Nous, c'est ce qu'on propose. Si je prends cet exemple, l'exemple des différents clubs, enfin des 5 club deals qui sont affichés là, qui sont des club deals qu'on a réalisés. Andy Warhol, c'est un club deal qu'on a fait autour d'une œuvre de Jackie Kennedy pour 650 000 €. Yves Klein, c'est une très belle sculpture éponge pour un peu plus d'1,5 million. François-Xavier Lalanne, c'était une pièce qu'on a ouverte pour 520 000 €. Kusama, de mémoire, pour 680 ou quelque chose comme ça. Et Jean Dubuffet, on est autour d'1,7 million. En fait, là, un client avec 100 000 €, il peut s'exposer au marché de l'art pour une valeur de stock qui doit être, alors je n'ai pas fait le calcul, mais qui doit être de l'ordre de entre 4 et 5 millions. Okay. Donc, en fait, un client qui vient nous voir, on aura toujours tendance à lui conseiller de se diversifier. Ok. Donc, c'est vous vous donnez ces conditions-là et on va dire que le jugement de la diversification, c'est vous qui le faites ou c'est plutôt les CGP qui viennent vous voir? Nous, on accompagne. On sait que c'est un marché sur lequel nos clients CGP, enfin, c'est un marché duquel nos clients CGP ne sont pas nécessairement experts. Nous, on porte cette expertise-là. L'enjeu, c'est d'accompagner au mieux et de proposer la diversification la plus pertinente. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on achète des œuvres à un moment donné, on ne sait pas quand on va les vendre. L'élément de liquidité, ça reste le fait qu'un collectionneur passe devant l'œuvre dans une galerie et qu'il décide de l'acheter. Cet événement-là, on sait le provoquer. On ne sait pas s'il arrivera dans un mois, dans 6 mois, dans un an ou dans 4 ans. Plus on est diversifié, plus on s'expose à des bonnes nouvelles pour un client. Ok. Ok, bah, écoute, super, merci beaucoup Jérémy. S'il y a quelques questions, on a mis des sondages dans le chat qui peuvent être. Hop. Ah, j'ai vu une question. Ouais, il y avait quelques questions. Le son est très mauvais, on vous entend.
Bon, j'espère que le son, ça a été. Normalement, moi, j'ai des retours comme quoi ça l'a fait. Je pense que c'est... Alors, si vous n'avez pas de questions, nous, on peut parler très longtemps. Mais si tout est clair pour vous, en tout cas, Surtout vous dire qu'on aura la plaisir, qu'on sera tous les trois sur des stands différents patrimoniaux la semaine prochaine. exactement. On sera là tous les trois, donc n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions, mais aussi à venir nous voir, ça sera l'occasion de voir du concret. J'imagine que Mathis aura quelques œuvres d'art à montrer, soit des vraies, soit des reproductions. Je ne sais pas ce que vous apportez, Lyon, mais il y aura, j'imagine, un peu de matériel. Nous, on aura plein de choses à vous montrer sur notre plateforme et comment on peut animer vos réseaux sociaux. On peut, entre autres, dans les réseaux sociaux, mettre des belles œuvres de Mathis pour les partager à vos clients prospects et de leur donner envie de le faire. Et je pense que Wellscom aura aussi plein de belles choses à montrer. Ça. Tout à fait. Stand J54, on va faire des démos groupées sur la présentation des dernières fonctionnalités, une présentation de nos offres, de notre offre groupée, puisqu'on a un stand qui est partagé avec les éditions Lefebvre d'Alloz. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Je pense qu'on pourra échanger sur tout ça. Avec grand plaisir. Si vous avez d'autres questions relatives aussi à Mathis, nous, on est disponible avec grand plaisir pour échanger. On devrait s'intégrer sur Wellscom assez prochainement. On peut réfléchir aussi avec Georges à des canaux de communication autour de l'art. Ça reste un outil d'acquisition formidable pour vos clients. Et je pense que entre Actusite et Wellscom, il y a tout ce qu'il faut pour intégrer un canal d'acquisition, de réassurance et de notoriété fort pour vos clients. C'est clair. Jérémy, tu as 2 questions dans le chat. Je t'en pose une de Sigrid Subsol. Généralement, un ticket pour un test, un client qui trouve ça risqué, grosso modo, pourquoi ce seuil minimum à 20 000 € pour quelqu'un qui est un peu curieux et qui veut tester Mathis et l'investissement dans l'art? Nous, on a acté le fait que, en fait, on se doit d'avoir une certaine forme de discrétion relative aux offres qu'on propose. Je ne parle pas de confidentialité, je parle de discrétion, c'est-à-dire que ouvrir de manière trop massive en ligne, ça expose nos offres de manière trop visible et ça complique la session. Donc, en fait, Mathis, on valide nous-mêmes l'accès aux œuvres à nos clients et les choses ne sont pas publiques. Vous avez remarqué tout à l'heure, peut-être pas, mais dans les slides que je vous ai montré que vous n'avez pas vu d'œuvres, l'idée étant de préserver une forme de discrétion des œuvres. Le ticket d'entrée est un moyen de préservation de ce seuil, de cette discrétion. Donc voilà le premier point. J'ai vu qu'il y avait une deuxième question. Sous quelle forme proposez-vous d'investir aux clients particuliers s'ils n'ont pas de liquidité? Comment font-ils? Alors, nous, très concrètement, ce qu'on émet, ce sont des obligations convertibles de SAS qui portent individuellement les œuvres. On aura l'occasion d'en reparler avec plaisir, mais chaque œuvre est portée par une SAS qui va émettre des obligations convertibles. S'ils n'ont pas de liquidité, comment font-ils? On émet, nous, un produit de mon côté. On a mis en place un mécanisme de convertibilité des obligations à la fin de la 5e année en cas d'échec de la cession de l'œuvre. C'est un outil qui a le mérite d'aller chercher un moyen de liquidité parce qu'en fait, en convertissant les obligations, on redonne la gouvernance du véhicule à nos investisseurs et ils sont en capacité collectivement de forcer la cession. C'est un outil qui est imparfait, qui a le mérite d'exister. Un des gros enjeux de ce qu'on fait, c'est d'accepter ce risque potentiel d'illiquidité. Et quelle est la propriété de l'objet d'art pendant la phase entre l'investissement et la revente? L'œuvre qu'on achète, c'est une œuvre qui va être propriété exclusive de la holding. Elle n'entre pas dans notre bilan, elle est uniquement détenue par les investisseurs. En revanche, elle va être exposée et confiée à des galeristes qui vont la travailler. Et donc, en fait, nos œuvres sont réparties dans les différents endroits du monde aujourd'hui, toutes confiées à des galeries. Certaines sont à Paris, certaines sont à Londres aujourd'hui. Et en fait, l'enjeu pour nous, c'est qu'elles soient présentées par l'intermédiaire du bon galeriste au bon moment, au juste collectionneur. Donc, nos œuvres voyagent beaucoup. Mais elles sont évidemment assurées pour ça. Ça va être ma question. Génial. Est-ce qu'on a peut-être une dernière petite question? En tout cas, comment on vous contacte, messieurs, sur vos sociétés respectives, Mathis, Jérémy?
Je vais me permettre de commencer. Peut-être on peut vous envoyer un email à tous les participants pour que vous ayez nos contacts. Dans tous les cas, on a un site qui s'appelle matisse.club sur lequel vous pouvez vous inscrire. On vous recontactera immédiatement et vous serez mis en relation avec une personne de mon équipe. On sera très content de se voir aussi à Patrimonia et on pourra poursuivre nos échanges comme ça. Voilà, Pour inviter des clients, enfin, on aura l'occasion d'en reparler. pour ActuSite, donc actusite.fr, effectivement, on sera présent à Patrimonia. Et sinon, sur LinkedIn, vous tapez Georges Delataille ou ActuSite, vous nous retrouverez aussi. On est effectivement assez facile à retrouver, mais j'aime bien l'approche. On vous fera un petit mail avec toutes nos coordonnées, comme ça, vous serez pas tout à voir. Et Wellscome, pareil. Pareil, assez classique, hein, wellscome.fr. Patrimonia, on sera ravis de vous accueillir, de vous faire une petite démo ou d'échanger simplement. Et ouais, je pense qu'une petite idée d'un mail récap avec les contacts et un récap de ce qu'on s'est raconté pendant cette toute petite heure. Voilà. En tout cas, merci messieurs pour cette participation. C'était génial de traiter tous ces sujets. Merci à vous. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.